Bonjour, bonsoir et bienvenue très chers auditeurs et très chères auditrices. Bienvenue sur Onde Platine pour ce deuxième épisode de l'émission sur votre musique électronique préférée. Aujourd'hui, on va écouter les cimes des montagnes qui nous entourent et plus exactement des sons qui nous viennent de la région de Zinal, dans le Valais. Je suis avec un artiste à travers qui la nature et plus exactement la glace va nous parler tout au long de cette soirée. La musique électronique étant un spectre musical très large, aujourd'hui nous partons dans des méditations et des contemplations. Bonjour, Ghost in the Loop, alias Aurélien pour ce soir. Ouais, ça va si je t'appelle Aurélien? Ah bah oui, c'est très bien. Très bien. Aurélien, tu as aujourd'hui 33 ans si mes informations sont correctes. Oui, tout à fait. Et après 6 ans au conservatoire en musique actuelle et improvisation, tu as 2 albums au compteur avec ton ancien groupe de rock pop Altavilla qui ont sorti un album en 2021 si je ne me trompe pas. Altavilla, sauf erreur. Altavilla, non, le dernier album c'est plutôt 2017. 2017. Je ne veux pas dire de bêtises, The Conquest of Gravity, ouais, 2017, où tu étais plus habitué à manipuler la guitare et la basse à l'habitude. Tu te tournes ensuite vers la musique électronique avec plusieurs projets sous le nom de Ghost in the Loop. Exact. Dont un premier album intitulé Music for Liminal Space, oui, et un autre projet Cold Space Symmetry. Après tout ce parcours, tu es là aujourd'hui pour nous parler de ton projet dans les Alpes suisses et notamment dans les glaciers de Zinal pour de nouvelles compositions, notamment Le Chant des Glaces qui est sorti dernièrement le 20 octobre, si mes infos sont toujours correctes. Donc on peut les écouter sur Spotify et un peu partout. Partout. Spotify, le Bandcamp de Mare Nostrum Label, de partout. Je suis sur YouTube, les vidéos sur YouTube. Trop bien. Alors, est-ce que pour nous parler un petit peu de ton monde, comme je l'ai dit en début d'émission, enfin il y a quelques secondes, la musique électronique est un spectre assez vaste, ça va de la house à la tech en passant par le deep, etc. Comment tu définirais ta musique en termes de... Où est-ce que tu te places dans ce spectre de musique électronique? Bonne question, parce que j'ai commencé... Alors, pour recontextualiser un petit peu, c'est vrai que moi, je viens du rock. Et voire même carrément du métal. J'ai commencé par le métal, le rock, le métal progressif. Et petit à petit, je me suis assagi et j'ai fait de la pop avec Altavilla, pop rock. Et on avait en projet de faire un 3e album qui devait s'orienter plus pop, rock, électro, avec des éléments de musique électronique. Et donc j'ai investi dans des boîtes à rythme, des synthétiseurs. Et le Covid est arrivé, confinement, on connaît tous la chanson. Hein. Ouais. Et donc pour nous, ça a été très compliqué avec le groupe de prendre le pas sur, si tu veux, composer à distance. On a réussi à composer à distance, mais je sais pas, mettre en place les morceaux, ça a pas très bien fonctionné et le projet est un petit peu tombé à l'eau. Et je me suis retrouvé à la maison avec des synthétiseurs, des boîtes à rythme. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Parce que moi, la musique électronique, mais j'y connaissais rien du tout. Vraiment, je méprisais même un peu carrément ce monde-là. C'est vrai? Non. En fait, j'ai eu, comme tu l'as dit, une formation au conservatoire en musique actuelle et improvisation. Donc c'est vrai que j'ai baigné un petit peu dans le blues, le rock, l'improvisation, donc l'instrument, le jeu. Et pour moi, la musique électronique, c'était... Je vais passer pour un connard, mais des mecs qui poussent des boutons, tu vois. Ouais. Et ça m'a jamais intéressé pour ça. C'était un gros a priori, tu vois. C'était complètement débile. Mais le fait, avec ce groupe-là, Altavilla, de vouloir faire un truc un peu plus électro et de m'intéresser aux synthétiseurs, à la synthèse sonore, aux boîtes à rythme, et je me suis dit, waouh, en fait, c'est super cool. Je vais faire de la musique électronique, du coup, pour changer. J'avais que ça à faire, donc pourquoi pas, tu vois. Et... mais je m'étais dit, allez, pour commencer la musique électronique, il faut que je commence à étudier des choses. Et quoi de plus logique que d'étudier la synthèse sonore? Et pour vraiment étudier la synthèse sonore, les sons, les textures, la musique électronique plutôt ambiante, ça me paraissait être la porte d'entrée la plus logique pour moi. Parce que j'ai toujours aimé les sons un petit peu relaxants, un peu perchés, tu vois. Dans des groupes de métal comme Gojira, les morceaux un peu plus... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Les morceaux un peu plus légers, ils m'ont toujours attiré. Et je me suis dit, allez, je vais commencer par la musique ambiante. Et au bout de quelques temps, à poster des vidéos sur Instagram où des gens m'ont dit « Ah mais c'est cool ce que tu fais, vas-y fais un EP ou un album », je me suis dit « Allez, je vais faire un album axé autour des Liminal Spaces » et donc j'ai sorti Music for Liminal Spaces peu de temps après. Ouais. Trop bien, merci beaucoup. Et du coup, en fait, tu t'es dirigé... parce que tu as une histoire avec Mare Nostrum, du coup, qui est ton label de musique ambiante, justement. Complètement. Ouais. Et du coup, ta rencontre avec eux s'est fait pendant ce processus de composition ou tu les connaissais déjà d'avant? Non, en fait, Music for Liminal Spaces, je l'ai sorti en indépendant, en autoproduit. Et en parallèle, je faisais déjà de la musique en extérieur. Je commençais un petit peu à me perfectionner sur des performances, tu vois, sur des tables d'orientation,
en montagne, en Savoie, en Haute-Savoie. Ça m'a toujours attiré en fait de jouer en extérieur. On y reviendra après plus tard pour quelle raison, mais donc en parallèle de Music for Liminal Spaces, je faisais déjà des petites performances sur YouTube en extérieur, et j'avais en projet de faire un album à l'Observatoire millimétrique de l'IRAM, dans le Dévoluy, là, ce site qui est complètement hallucinant. Il est ouf, ouais. Il est ouf, et je me suis dit, vas-y, quitte à faire un album là-bas, avec des vidéos, pourquoi pas être soutenu par un label, parce que je pourrais peut-être toucher plus de monde, et puis être soutenu par des personnes, c'est important. On peut pas, je pense que c'est difficile de tout faire tout seul. Ouais. Et en fait, j'ai découvert Mare Nostrum sur un podcast qui s'appelle Ambient Travelers. Et ils étaient en interview pour parler de leur label et de ce qu'ils faisaient. Et je me suis dit, ouais, vas-y, ils ont l'air cool ces gens-là. Et c'est de la musique ambiant électronique. Je me suis dit que le projet pouvait leur parler. Je les ai contactés. Je leur ai expliqué ce que je voulais faire à l'Observatoire. Et ils m'ont dit, allez, on te suit, on te soutient. Et on a fait donc Cold Space Symmetry. Ensuite, on a fait une nouvelle édition Cold Space Symmetry Ambient Rework avec des remixes, qui est sortie en édition limitée cassette. 1 an après, je crois. Et donc, Le Chant de la Glace, très récemment, encore avec eux. Ouais. Et tu parles de ce support cassette, on dirait... Enfin, moi, je le connais, mais je sais que dans cette radio étudiante, en plus, Fréquence Banane, je suis pas sûr que tout le monde ait connu les cassettes. Ah ouais. Effectivement. Et du coup, mais pourquoi l'utilisation d'une cassette dans tes productions ? Alors, c'est vrai que la cassette, c'est un truc de niche. Hein. Bah, tout le monde n'a plus de lecteur cassette, de Walkman. L'avantage de la cassette, c'est que la musique devient physique. Okay. Toi, tu peux la toucher. Et une cassette, tu peux la démonter, tu peux la détruire et tu peux extraire la bande. Et tu peux créer... Tu vois, le principe de la musique électronique, c'est de faire des boucles. Des boucles de synthé avec des séquenceurs numériques. Mais tu peux le faire avec des cassettes. Tu prends une cassette, tu coupes ta bande, tu fais une boucle de 5 secondes, 8 secondes, 10 secondes, et tu peux enregistrer des boucles sur bande. Alors du coup, ça tourne de manière un petit peu étrange parce que c'est très instable, la bande peut se coincer dans les rollers, il peut y avoir des fluctuations au niveau du pitch, donc de la tonalité, mais ça donne une texture et un grain qui est hyper intéressant. Alors on peut faire, comme j'ai fait avec Music for Liminal Spaces, tout un album avec des cassettes et des vieux appareils à bande, des échos à bande, et avoir quelque chose de très éthéré, un petit peu lo-fi et déstructuré un petit peu, mais utilisé de manière un petit peu plus... occasionnel dans un morceau électronique, ça peut ajouter cette petite touche d'instabilité qui va faire qu'un morceau peut être un peu moins, entre guillemets, moins chiant à l'écoute, tu vois. Parce que tu as une boucle qui va tourner de manière pas répétitive, et ça va créer de la variation naturelle. Et puis le son analogique, avec toutes ces imperfections, c'est très flatteur pour l'oreille humaine, en fait. Donc voilà pourquoi la cassette. Ok, très Parce bien. que même, du coup, les personnes qui ont acheté mon album Cold Space Symmetry Ambient Rework en cassette, chez eux, ils peuvent le remixer avec leur appareil à bande, leur Walkman, ils peuvent le lire à différentes vitesses et puis redécouvrir les morceaux de manière beaucoup plus lente, avec d'autres textures qui vont sortir, on va peut-être mieux entendre un instrument. La musique devient tactile en fait, même si c'est un support qui est super vieux en fait. Donc dans tes projets, tu inclus ce fait de pouvoir écouter tes productions dans des rythmes différents, avec cet outil d'appareil à bande et plus lentement, plus rapidement, ce genre de choses. Parce que... écouter un morceau de musique électronique à différentes vitesses, c'est bien, mais le fait de le faire sur bande, déjà la tonalité change, le temps s'étire d'une manière qui est très agréable, parce que quand tu le fais de manière numérique, tu peux avoir des artefacts qui peuvent ressortir numériques qui sont pas toujours très flatteurs à l'oreille. Mais quand c'est sur bande, le son est tout de suite plus chaleureux, il y a des belles imperfections qui ressortent. Et le fait de le sortir en cassette, voilà, ça donne la possibilité à ces personnes-là qui ont des appareils à bande et de pouvoir lire mes morceaux à différentes vitesses et de pouvoir les apprécier d'une autre façon en fait. Trop bien, c'est quelque chose que j'avais jamais pensé à écouter un morceau à plusieurs vitesses, surtout que ça se fait pas... Enfin, maintenant les lecteurs... est-ce que ça marche aussi bien ? Parce que les lecteurs numériques comme par exemple Spotify, je suis pas sûr qu'ils le permettent en fait. Je pense que c'est plutôt YouTube le permet, mais à des 0,25 par tranche de 0,25. C'est ça, ouais. Mais du coup, je me demande, je pense pas que ça a le même charme d'écouter. Ça a pas le même charme. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien de le faire sur cassette. C'est juste que t'as pas la même saveur, tu vois. Moi, j'adore le faire sur cassette parce que les imperfections de l'analogique, c'est super beau. Donc en fait, toutes ces petites fluctuations de pitch qui vont devenir se mélanger à la musique. Et je trouve que ça fonctionne. Donc tous tes projets sont pensés pour du cassette et du vinyle. Pour la cassette, pour Cold Space Symmetry, c'était un peu un accident parce que je me suis amusé chez moi avec mon appareil à bande et je me suis dit, oh trop bien, mes morceaux ils marchent même carrément mieux, 25% plus lent. Et je me suis dit, c'est vrai, en plus je me dis, mais pourquoi j'ai pas fait ça tout de suite ? Enfin bref. Et donc en fait, je me suis dit, je vais le faire en cassette. Comme ça, ceux qui veulent l'écouter à vitesse normale, ils peuvent le faire.
Et ceux qui veulent s'amuser à le lire à différentes vitesses, ils peuvent le faire aussi. Ça permet d'avoir un support différent et puis de faire profiter aux auditeurs, aux auditrices d'une autre expérience en fait. Voilà. Franchement, c'est trop bien. Franchement, j'y avais pas pensé du tout. C'était un accident. J'y ai pensé le moment venu quand j'ai découvert le truc. Des fois, souvent, les idées géniales viennent par accident. Et c'est franchement, c'est vraiment trop bien. Moi, j'avais une question un peu plus méta aussi, et peut-être, je sais pas si c'était volontaire ou pas, ou si c'était un accident, mais ce nom d'artiste de Ghost in the Loop. Ouais. Je sais pas si, j'imagine que tu connais du coup le Ghost in the Shell. Bien évidemment. Et du coup, je me demandais si ça venait de là, et le fait est si pour les personnes qui ne connaissent pas Ghost in the Shell, c'est un animé, sauf erreur. Ouais, c'est un manga aussi. Un manga et animé qui questionne le fait de qu'est-ce que l'humanité et où ça commence et où ça finit, justement avec le fait de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut considérer ça, à quel moment on peut considérer ça comme humain, etc. Ouais. Et en fait, je me suis demandé, en faisant des recherches pour notre interview d'aujourd'hui, je me suis dit, mais peut-être qu'il y a un truc de la nature, elle parle, enfin, il y a l'humanité, la nature dans l'humanité. Ok. Et ouais, c'est une belle analyse. J'imaginais comme ça, mais je me demandais d'où ça venait justement ce nom. Alors, d'où ça vient, Ghost in the Loop. En fait, au début, quand j'ai voulu faire de la musique électronique sur le moyen terme, long terme, je voulais plus faire de la synthwave, tu vois. Ok. Parce que j'ai vraiment digué ce style pendant plusieurs mois. Et je me suis dit, en plus j'aime bien Ghost in the Shell, un peu tout cet univers-là, cyberpunk. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas trouver un nom d'artiste qui fait un petit clin d'œil à cet univers. Sauf qu'en fait, j'ai pas du tout fait synthwave. Mais j'avais commencé un peu à communiquer sur mes projets avec ce nom-là. Et c'est resté. Mais ça colle quand même, parce que tu vois, ma musique tourne beaucoup autour de l'utilisation de boucles. Ouais. Et le fait que j'utilisais au départ beaucoup de bandes, et ça donnait un petit peu cet aspect un petit peu, pas fantomatique, mais un petit peu éthéré, tu vois, ça rappelait un petit peu cet imaginaire avec Music for Liminal Spaces, quelque chose un petit peu vaporeux, voilà, c'est ça, quelque chose de vaporeux. Et donc ça colle toujours. Maintenant, Ghost in the Loop, je garde toujours le nom, parce que maintenant les gens m'ont identifié comme ça, donc ok, c'est cool. Mais, j'ai une vision maintenant de mon projet, de mon projet sur du très long terme. Et en fait, j'aimerais bien que dans plusieurs sorties d'albums, 3, 4, 5, j'en sais rien, la boucle, tu vois, et que je finisse Ghost in the Loop un peu là où ça a commencé. Pourquoi pas avec un Music for Liminal Spaces partout, et puis de dire, ok, c'est bon, c'est terminé, tu vois. Ah, trop bien, ouais. Et dire, ok, ben voilà, Ghost in the Loop, c'était un projet, et moi, je suis le petit fantôme dans la boucle, et Ghost in the Loop, ça se terminera en fermant la boucle de mon projet, tu vois. Alors, c'est dans très longtemps, hein, ça arrivera peut-être dans 10 ans, 20 ans, je sais pas, mais j'aimerais bien un petit peu, pousser le concept vraiment loin, tu vois. Ouais, trop bien. Ok. Ouais, je m'étais fait toute une réflexion sur. Mais non, mais c'est intelligent, c'est bien pensé. Mais maintenant, je pourrais le dire en interview. Je vais garder ce que t'as dit. C'est une très bonne idée. Super, bien vu. Et du coup, en fait, tes projets là maintenant, ils t'amènent un petit peu dans des régions différentes. Tu parlais de ce plateau. Rappelle-moi le nom. Le plateau de Bure. Le plateau de Bure avec ses immenses antennes d'analyse dans l'espace, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ils observent l'espace froid en fait. Donc ouais, ils ont combien 12 antennes, je crois maintenant. C'est assez énorme. Et en fait, c'est un réseau mondial. En fait, il n'y a pas que eux, il y a aussi il y a plein d'autres centres comme ça dans le monde. Et ils peuvent communiquer entre eux pour former des images à partir de ces observations millimétriques. C'est eux qui ont participé à la création de l'image du trou noir qui est sortie en 2019. C'est la première image du trou noir qui est au centre de notre galaxie. Ouais. Et ben eux, ils y ont participé en fait. Ok, trop bien. Donc c'est grâce à eux et puis à d'autres observatoires qu'on a pu avoir cette image-là. Et là, du coup, dans ton premier album, deuxième album, Cold Space Symmetry. Le Cold Space, ouais. Deuxième album. Du coup, t'as pris les sons de l'espace, enfin de ces. Alors, j'aurais bien aimé. Ah. C'était pas possible. Non, en fait, le site, je l'ai trouvé époustouflant, et surtout que ce soit en France, je m'y attendais. Je savais même pas que ça existait déjà. C'est un pote qui me dit, mais ça pourrait t'intéresser. J'ai fait, bah ouais, carrément. Et en fait, j'ai vu que c'était pas si loin de chez moi. En fait, je me suis dit, toutes les planètes sont alignées, il faut que j'aille faire un truc là-bas. Et en fait, non, au début, quand j'ai fait Cold Space Symmetry, l'idée c'était d'y aller avec ma guitare, mon synthé, et juste de m'inspirer du lieu et de faire de la musique en improvisant des morceaux, juste inspirés par l'univers de l'observatoire de l'IRAM. Okay. Mais je n'ai pas interagi directement avec l'environnement. J'aurais bien aimé, mais j'avais pas les moyens techniques à l'époque, et surtout j'avais pas la place dans le sac à dos. Ouais. Voilà, mais... Non, c'est mon regret, c'est un de mes regrets pour ce projet-là, c'est de ne pas avoir pu interagir avec les antennes, parce qu'elles font du bruit en fait, il y a des moteurs qui tournent dedans, et j'aurais bien aimé capter les sons pour en faire quelque chose, mais à l'époque, j'ai pas pu. Très bien, et du coup, de ce plateau, tu viens dans les Alpes suisses, notamment à Zinal, là, c'était proche chez toi,
tu as dit du coup que c'était je bafouille, pardon. Assez attirant et du coup tu t'y es rendu. Et pourquoi Zinal ici en Suisse et pourquoi le glacier de Zinal précisément? Pourquoi le glacier de Zinal? Donc quand l'album Cold Space Symmetry est sorti, je voulais donc donner une suite, pas forcément directe, mais je voulais directement entamer les démarches pour faire un deuxième album. Et ben pour ça, tu vois, faut chercher des lieux, faut essayer de diguer un petit peu des endroits qui sont accessibles, qui sont jolis, qui pourraient bien rendre à l'image. Et j'avais vu une photo du glacier de Zinal sur les réseaux sociaux il y a super longtemps, mais voilà, sans me dire je vais faire un truc là-bas. Et en faisant mes recherches, donc après Cold Space Symmetry, je trouvais rien qui m'inspirait. Je me suis dit mais attends, mais il me semble qu'il y avait un glacier en Suisse qui était assez facile d'accès et qui me semblait être assez joli, tu vois, et qui est encore en bonne santé pour un glacier alpin. Et j'ai refait mes recherches et je suis retombé dessus. Et je me suis dit ouais, ça m'a l'air d'être une bonne idée. Et à partir de là, avec le label Mare Nostrum, on s'est mis en contact avec un guide local qui nous expliquait, ben voilà, pour accéder au glacier, il peut y avoir des risques d'avalanche, faut passer par ici, il faut pas passer par là, etc. Ok. Et donc, après avoir été mis en contact avec ce guide, et que tous les feux étaient ouverts, on s'est dit, allez go, on fait ça, quoi. Chouette, et du coup ça donne l'un de tes morceaux qui s'appelle L'imaginaire des glaciers, justement. C'est ça. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Et peut-être juste une introduction avant qu'on le passe du coup à l'antenne. Quelques mots rapidement. Pour faire simple, donc là, pour cet album, Le Chant de la Glace, le glacier joue un rôle central. C'est-à-dire que là, je suis allé au glacier, pas juste pour faire des belles images, mais aussi pour capter les sons du glacier. Et quitte à enregistrer les sons du glacier, pourquoi pas le faire participer musicalement. Ouais. Donc pour ça, j'ai utilisé des hydrophones et des micros de contact, donc ça capte les sons dans l'eau et dans les vibrations des murs et de la glace. Et donc là, dans ce morceau, c'est vraiment le glacier, c'est le son du glacier qui passe dans mon synthétiseur modulaire, qui va être modifié en direct par le synthétiseur modulaire, et c'est les fluctuations sonores du glacier qui vont déclencher des changements de notes. Donc là, c'est vraiment le glacier qui joue de la musique tout seul, pour ainsi dire. Et moi, à côté, j'ai un autre synthétiseur, et en fonction de ce que j'entends au casque, en fonction de ce que le glacier joue, je l'accompagne avec des basses, des pads, des drones. Ok. Et donc le son du glacier est mélangé en direct avec la synthèse sonore. Donc t'as une espèce de musicien, enfin c'est toi qui improvises sur quelqu'un, enfin comme si tu suivais un musicien c'était l'idée. Ouais, okay. C'était l'idée avec ce morceau et ça a hyper bien marché, j'étais super content. Trop bien. Et voilà, donc c'est ça en fait, l'imaginaire du glacier, ce qu'on entend au début, on entend beaucoup de sons aquatiques, et ben c'est la rivière sous-glaciaire qui sort du glacier de Zinal, ou que j'ai capté avec des micros, donc soit dans l'eau directement, soit sur des plaques de glace. Et ces deux sources sonores sont mélangées dans mon synthétiseur modulaire. Trop bien. Voilà. J'espère que j'ai bien résumé. Ouais, impeccable, trop bien. Voilà. Du coup, est-ce que on l'écouterait pas l'imaginaire des glaciers carrément. Pour cette petite pause musicale?
Et on est de retour sur Fréquence Banane avec Onde Platine et notre invité Aurélien Ghost in the Loop. Aujourd'hui, on continue notre discussion pour cet univers que avec tu plaisir. décrivais en off de ce glacier qui est dont tu avais peur qu'il dise pas grand chose et au final c'était d'univers en univers quasiment à chaque pas que tu allais dans cette grotte. Est-ce que tu veux un peu parler justement de ce que tu me disais Ouais, parce que pour que les choses soient claires, moi j'avais aucune expérience pour enregistrer les sons d'un glacier, j'avais jamais fait ça de ma vie. Donc si tu veux, je me suis un petit peu renseigné quand même, qu'est-ce qu'il faut comme type de micro, qu'est-ce qui peut fonctionner. Mais c'est toujours le risque. Moi j'ai pas de glacier à côté de chez moi pour m'entraîner. Donc, effectivement. Donc je me suis entraîné quand même dans une petite réserve naturelle qui est pas très loin de chez moi, qui s'appelle le Pain de Sucre. En période hivernale, il y avait encore un petit peu de glace qui fondait, donc c'était déjà l'occasion pour moi de tester les hydrophones et les micros de contact pour voir comment ça réagissait avec mes synthétiseurs modulaires. Donc déjà, ça avait l'air de plutôt bien fonctionner, mais c'est toujours le risque d'arriver sur place et en fait de pas avoir d'activité à enregistrer. Donc j'avais un peu peur de ça en fait, de me dire, mais de me retrouver un petit peu au dépourvu et de pas savoir quoi faire. Mais en fait, non, c'était, comme je t'expliquais, tous les mètres 50, t'avais un nouveau son à enregistrer, et l'environnement change du tout au tout, en fait. Trop bien, ouais, c'est vraiment impressionnant. Et moi, je me demande comment on passe de boîte à rythme à des hydrophones. Ouais, enfin, ça doit être des techniques quand même différentes ou... Ouais, en fait, c'est deux disciplines différentes, en fait, mais qui sont extrêmement compatibles. C'est-à-dire que pas tous les musiciens de musique électronique, pas tous les compositeurs font ça, mais il y en a beaucoup quand même qui ont des enregistreurs numériques et qui vont enregistrer des sons en ville, tu vois, des bus, des freins de bus qui vont freiner, des sons, tu vois, avec de la nature, avec des micros, et qui utilisent ces sons, qui les exportent et qui les retravaillent pour faire des boucles, des samples, de la synthèse parfois même. Ouais. Et donc en fait, cette discipline d'enregistrer les sons de la nature, je l'ai pas inventée, j'ai juste repiqué les idées à d'autres personnes et je les ai adaptées un petit peu à ce projet-là. Et bah oui, forcément, un glacier, il y a de l'activité aquatique, il y a de la glace, donc je me suis orienté sur des micros de contact qui plutôt enregistrent les sons de la glace, les vibrations et les sons dans l'eau. Et puis j'avais quand même des micros d'ambiance pour enregistrer, tu vois, le son naturel du glacier, de la cavité. Pour que les gens comprennent, là, le glacier de Zinal, c'était une grotte, mais c'est un très grand entonnoir, c'est une très grande ouverture, hyper grande, hyper haute, qui s'enfonce sous le glacier, et à la fin, c'est un boyau tout petit, où t'avances limite accroupi sous la glace. Ouais. Donc bien sûr, j'ai utilisé aussi des micros traditionnels pour enregistrer les sons du ruisseau et de la réverbération naturelle du lieu. Oui, parce que les personnes sur Twitch qui nous suivent sur Twitch ont pu voir ton clip de l'Imagine un glacier, mais si jamais vous pouvez aller les regarder, je vous encourage, c'est des images époustouflantes. Gros big up à Hugo Préveran, le vidéaste qui a fait un travail mais de fou furieux. Exactement, il y a vraiment c'est un univers en fait. Complètement. C'est presque une autre planète quasiment. Ouais, mais t'as vraiment l'impression dans une autre planète. T'as l'impression que la voûte de glace, c'est un ciel étoilé, parce que t'as des millions de bulles d'air qui sont figées dans cette espèce de voûte bleue. Et du coup, t'es pas tout seul sur ces prods, t'as des gens qui t'accompagnent. Enfin, je me demandais, pour la production musicale, t'es tout seul. Ouais, c'est ça, tout seul. Et après, le reste, t'as des caméramans et vidéo et photographes, pardon. Voilà, c'est-à-dire que sur Cold Space Symmetry et le Chant de la Glace, donc c'est Hugo Préveran qui a fait toutes les images, qui a fait les montages, l'étalonnage, donc c'est lui qui s'occupe de la partie vidéo. Et pareil pour la photo, j'ai travaillé avec le même photographe qui est Fabrice Buffard, qui a fait pareil toutes les photos à l'observatoire et au glacier de Zinal. Et en fait, comment dire, je vais y arriver. Oui, Fabrice Buffard, je le connais depuis Altavilla. En fait, on s'est connus avec mon groupe Altavilla, et je trouve que c'est un photographe absolument talentueux. Enfin, il fait des photos magnifiques. Et quand j'ai voulu faire ce projet Ghost in the Loop, je me suis dit, je vais travailler avec Fabrice parce que j'ai adoré son style. Et je voulais conserver un petit peu la même direction artistique, tu vois, entre les différents projets. Même si on passe du froid de l'espace au froid des glaciers, même si c'est pas du tout les mêmes environnements, le fait de travailler avec les mêmes personnes, on conserve quand même un petit peu un fil directeur, on va dire. Voilà. Ouais, trop bien. Du coup, t'as pu être entouré pour ces projets. Et là, c'est intéressant, j'avais, comme vous le savez peut-être sur Twitch, il y a un chat. Il y a des gens qui ont posté une question. J'avais déjà imaginé poser cette question, et du coup je remercie l'auditeur Rhys qui nous la pose. C'est en fait, tu t'es mis dans un glacier, tu as enregistré un glacier aujourd'hui avec toutes ces questions de changement climatique, tout à fait, etc. Et la question de cette auditrice, c'est est-ce que pour toi l'art est politique ? Est-ce que notamment en allant écouter et enregistrer les glaciers dans une période de dérèglement climatique, est-ce que c'est pas politique ? Si, carrément. En fait, si tu veux, pour répondre donc, à cette auditrice,
Au départ, c'était pas une question politique. Au début, je voulais juste donner une suite à Cold Space Symmetry. Et je me suis dit, le glacier c'est cool, ça va être un super projet. Et très très vite, la question, bien sûr, elle s'est posée. Je vais enregistrer un album dans un glacier avec les sons d'un glacier. On est en plein réchauffement climatique, les glaciers sont en train de fondre à une vitesse absolument alarmante. Bien sûr, la question, elle s'est très vite posée et qu'il fallait en parler et amener le sujet de manière intelligente et surtout poétique aussi. Alors pour ça, je me suis mis en contact avec une glaciologue française qui s'appelle Heidi Savestre, qui est quand même assez connue, et qui a sorti un livre qui s'appelle Sentinelle... Ah purée, j'ai mangé le nom. Sentinelle du climat, qui parle de ça justement. C'est une grande spécialiste, elle a la gentillesse de m'envoyer des documents qui s'appellent State of the Cryosphere 2022, où il y a plein d'informations justement sur le réchauffement climatique et sur le danger des glaces, en fait, de partout dans le monde, sur la banquise et les glaciers. Et ça m'a permis justement d'acquérir des connaissances là-dessus. Donc bien sûr, la question politique, elle est devenue très présente en fait dans ce projet. Même si elle n'est pas très explicite, parce que forcément l'album il est instrumental, donc il n'y a pas des moments où je vais prendre le micro et dire attention, les glaciers sont en train de fondre. Mais les morceaux essayent de faire ressortir un petit peu ce message. Il y a certains titres qui sont très évocateurs et j'ai fait exprès de faire des montages audio pour faire ressentir un petit peu l'urgence. Parfois on entend les glaciers qui craquent et qui fondent, l'eau qui s'écoule. Tout ça, ça peut emmener bien sûr à se poser ces questions. Ok, très bien. Et donc en fait, dans la vidéo YouTube, on te voit, du coup, t'es dans un glacier, dans une grotte en fait. Ouais. T'es vraiment isolé. J'imagine qu'il n'y a pas de prise électrique. Non. À côté de ces glaciers, j'imagine qu'il y a quand même. Je sais pas comment réagissent ton matériel à du froid, à des températures. On est à 2100 mètres d'altitude dans le glacier de Dinal, donc en fait, c'est quand même des altitudes. Est-ce qu'il y a du matériel spécifique à avoir? Est-ce qu'il y a des choses à penser? Non, c'est-à-dire que les instruments que j'utilise, c'est des instruments de home studio ou de studio, de scène tout à fait traditionnels. Le fait de les emmener dans des conditions vraiment extrêmes et pas du tout adaptées à ce genre de matériel, c'est ma entière responsabilité, tu vois. Donc il se peut que le froid puisse faire craquer un composant, c'est pas impossible. J'ai eu de la chance, tout s'est très bien passé. Mais à la fin de la journée, j'avais quand même de la glace qui s'était formée sur un de mes synthétiseurs et je pouvais plus bouger les faders, ils étaient bloqués. Donc mais t'as quand même eu deux, trois petits... Ouais, mais ça c'est normal, quand tu joues en extérieur, faut toujours composer avec la nature et avec les risques que ça peut composer en fait. Mais c'est pas des équipements spécifiques pour jouer dans un glacier, c'est des instruments tout à fait classiques. En fait. Ok, y a pas de choses spéciales auxquelles tu as dû penser, à part je pense des batteries coup. Oui, voilà, des petites batteries, grosso modo c'est des batteries pour recharger des smartphones ou des ordinateurs portables, tu vois, c'est pas très gros. Ok. Ça fait 21 000 mAh ou 5 000 mAh. Avec des câbles adaptés, je peux alimenter des synthétiseurs pendant 7, 8, 9 heures. Et ils ont très bien tenu, malgré les conditions et le froid extrême, les batteries ont très bien tenu, j'étais vraiment très content, donc ça a bien marché. Ah, trop bien. Ouais. Le prochain morceau que tu voulais nous faire écouter, c'est Sastrugi. Oui. Exactement. Est-ce que il n'y a pas de vidéo qui l'accompagne sur ta chaîne YouTube? Pas encore. La vidéo devrait sortir, si tout va bien, la semaine prochaine. Est-ce que tu veux nous en parler deux mots avant qu'on l'écoute? Ouais, alors justement, j'ai choisi ce morceau parce que c'est un des morceaux où il y a les moins de sons du glacier. Du moins, il y en a, mais ils sont très bien cachés. Et on entend en fait des sons du glacier qui sont synthétisés. Donc en fait, on a l'impression d'entendre des synthétiseurs, mais en fait, c'est issu des sons du glacier et des résonances que j'ai pu capter. Donc c'est un morceau qui est un petit peu plus électronique, chill out, un petit peu ambiant, où il y a un petit peu plus de rythme et de beats. Mais voilà, les sons du glacier sont un petit peu moins présents, mais ils sont bien cachés. Ok, très bien. Alors du coup, on va le découvrir en live sur nos ondes. Pour les streamers de chez Twitch, vous avez le clip de pas l'imaginaire glacé, mais le chant de la glace. Le chant de la glace à la place. Du coup, en attendant la vidéo qui va sortir prochainement. Carrément. Je laisse lancer la technique. Merci.
après ces quelques mots et cette interview très sympathique et cette discussion, j'aurais envie de continuer toute la soirée. C'était vraiment incroyable cet univers. Tu nous as préparé un petit live production ou un petit set. Ouais. Et du coup, je vais te laisser la place pour que tu puisses nous faire entrer vraiment dans le monde et en live. En plus, on a la chance de t'avoir en live. Donc. Et c'est des morceaux qui sont pas sur l'album, c'est des morceaux qui sont disponibles avec un EP qui est en téléchargement avec le vinyle. Trop bien. Ouais. Donc, je vous laisse et je profite pour vous dire que vous pouvez suivre Fréquence Banane sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Et vous pouvez aussi suivre Ghost in the Loop sur son Facebook, Instagram, ainsi que YouTube. Il y a des magnifiques, comme je le disais, magnifiques vidéos sur YouTube. Et je vais laisser ma place au live.
Merci beaucoup pour ce voyage musical et sonore et ambiance vraiment incroyable. Merci beaucoup. J'ai pu voir dans tes instruments que tu as notamment la cassette dont tu parlais. Ouais, je l'ai utilisé d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire que j'utilise les imperfections du Walkman. Ouais. C'est-à-dire déjà le bruit blanc qui se marie avec le bruit blanc du glacier à un moment, donc ça se mélange un petit peu entre le son analogique et le son naturel du glacier. Et j'utilise la fonction start and stop qui s'entend du coup dans la sortie audio pour créer à un moment un espèce de rythme pas toujours très calé, mais c'est pas grave en fait, on s'en fout. C'est ce que j'expliquais en début d'émission, les cassettes, notamment les Walkman, ça permet de se réapproprier un petit peu la musique d'une autre manière en utilisant carrément l'outil d'écoute pour en faire quelque chose de différent. Donc voilà, c'était un peu l'occasion de l'utiliser. Vraiment trop bien, c'est vraiment des choses, une utilisation qu'on n'a pas l'habitude d'avoir et c'est vraiment hyper sympa. Donc je rappelle qu'on peut te suivre sur ton Insta, ton YouTube, et notamment ton Linktree où tu peux trouver, on trouve le tout. Donc Linktree, tout le monde connaît Linktree, je pense, ouais. / Ghost in the Loop, vous pouvez le trouver. Donc il y a ton album Le Chant des Glaces qui est sorti le 20 octobre dernier. On peut l'écouter sur Spotify également. Voilà. Et on peut aussi précommander ton vinyle qui est incroyable. Sur le chat, donc sur le Twitch, vous le voyez, mais pour les gens qui sont en radio, c'est un. Enfin, je sais pas si tu veux peut-être le décrire toi-même. C'est un vinyle donc édition limitée. Il y a que 100 exemplaires, donc c'est un très beau vinyle bleu translucide. Forcément pour rappeler un petit peu l'univers de la glace, qui colle avec la pochette de l'album où c'est le glacier de Zinal. C'est du 180 grammes, donc c'est un gros vinyle bien lourd, bien quali. Il y a aussi donc toutes les vidéos en téléchargement en HD disponibles à l'achat du vinyle aussi. Un EP exclusif de 4 titres, dont j'ai joué 3 titres ce soir là, Merci en encore. exclusivité. Et puis plein d'autres exclus, les photos en HD aussi de l'expédition, les bonus, pour plein de trucs. Trop bien. Donc c'est un très bel objet et les précommandes se terminent normalement bientôt à la fin novembre, donc faut se dépêcher. Si vous voulez un exemplaire, c'est maintenant en fait. Ouais. Je pense que je vais me laisser tenter, je pense. Ah peut-être. Franchement, je vais peut-être même te demander une petite dédicace dessus, peut-être. Ça peut se négocier. L'occasion, ouais, ça peut se faire. Ouais. Ça marche. Je peux pas malheureusement faire la dédicace à l'usine, mais bien je sûr. peux me déplacer après. Mais on peut trouver un point. Trop bien, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup pour tout le temps que tu as accordé à notre petite radio étudiante. Avec plaisir. C'est vraiment un plaisir d'avoir des artistes qui viennent chez nous et qui donnent. Encore merci pour ces morceaux en exclu et c'était vraiment merci incroyable. de m'avoir accepté. Est-ce que tu as un mot de fin? Un mot de fin, allez écouter aussi les autres artistes du label Mare Nostrum parce qu'ils ont plein de sorties régulières et c'est très axé musique électronique ambiant. Donc il y a pas mal de musique dans ce style, mais parfois ça peut être un peu plus drone, ça peut être un peu plus expérimental. Donc c'est vraiment un label super cool, indépendant et allez, faut aller les soutenir. Et il y a toujours aussi mon dernier album, Cold Space Symmetry Ambient Rework, qui est disponible en cassette chez Mare Nostrum. Et l'album en vinyle, donc allez-y, c'est maintenant. Arrachez-vous les exemplaires. Soit parti en fait. Peut-être une dernière question. Oui. Là, j'imagine que tu es en pleine digestion de ton dernier projet coup, qui vient de terminer en fait, qui est vraiment tout frais. Mais est-ce que tu parlais tout à l'heure de projets peut-être lointains et de peut-être faire vivre Ghost in the Loop vraiment sur plusieurs projets à venir? Est-ce que tu as des envies, peut-être des fantasmes aussi, comme tu en parlais? En fait, là, on est déjà en train de travailler sur le prochain projet. Ça y est, les démarches sont entamées. Et allez, je vais vous dire, on passe un bon moment, je vais lancer le truc. Donc le prochain objectif, c'est l'Etna. Oh waouh, ok. Ouais, l'Etna. Et là, mais vraiment être au bord de la lave, au plus proche d'un cratère Somito, donc il y en a 4. Oh, wow. Donc là, on est en contact avec Aventure et Volcan à Lyon qui s'occupent de ça. Ils font des expéditions dans tous les volcans actifs du monde entier. Et donc là, le prochain objectif, c'est de répéter la même opération au glacier de Zinal, mais dans un volcan actif. Donc là, ça va être une opération beaucoup plus compliquée à mettre en place. Ça va prendre du temps, mais les démarches ont été entamées, donc on verra ce que ça donne. Trop bien, parce que là, j'imagine autant le froid des instruments, ça va. Autant si on se rapproche peut-être du chaud. Alors on sera quand même à une bonne distance de sécurité quand même. Ok. Mais non, on a des idées un peu folles, plonger des micros dans la lave et tout. Bref, rien n'est fait, hein, mais c'est le prochain projet là, c'est en train de se faire et ça va être cool, je pense. Trop bien, franchement, reviens nous voir quand avec plaisir. Si ça te dit bien sûr, mais quand tu auras ce projet, je suis vraiment très curieux d'avoir le résultat de moi aussi. si ça se fait bien sûr, mais pas de pression, bien sûr. mais trop bien. Et du coup, moi, je vais rendre l'antenne tout prochainement et je vais profiter de dire à nos auditeurs et auditrices
Vous pouvez suivre Fréquence Banane, notamment aussi Ghost in the Loop sur les réseaux sociaux respectifs de chacun et chacune. N'hésitez pas à intervenir. Vous pouvez aussi réécouter cette émission en podcast et en rediffusion sur Twitch et sur plateforme YouTube. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci beaucoup à l'équipe technique qui a vraiment fait un job incroyable. Donc c'est les premiers essais pour nous sur Twitch. Donc c'est vraiment hyper agréable de travailler avec l'équipe technique qui est Antoine en fait. qui est Antoine qui est mon bro dédicace. Et on se retrouve tout bientôt avec peut-être d'autres personnes sur Onde Platine, l'émission de musique électronique. Merci beaucoup à tous et à toutes. Bonne soirée.